Chaque jour, l'Europe avance. Suivez le mouvement. Tout de suite, Parlamento. Juin 2004, le nouveau Parlement élu passe à 732 députés. Quelques mois plus tard, c'est l'équipe Barroso qui prend ses fonctions. 25 pays, 25 membres, bientôt 27. Événement majeur de l'année 2004, l'élargissement est sans conteste le plus grand défi à relever. En dehors de la dimension macropolitique, il y a le côté pratique. Tout à coup, l'enjeu était de réunir non plus 15, mais 27 leaders européens autour d'une même table, chacun voulant avoir son mot à dire. Et les opinions ont du mal à converger. Les divisions nées de la guerre en Irak, un an plus tôt, ont laissé des cicatrices. Depuis, l'Europe peine à s'affirmer comme acteur crédible sur la scène internationale. L'Union européenne est un acteur global mondial de premier plan. Nous sommes la première puissance commerciale du monde, la deuxième puissance économique après les États-Unis. Nous avons la deuxième monnaie de réserve internationale avec l'euro. Tous ces éléments montrent que l'Union européenne existe comme acteur global. Mais elle n'existe pas comme acteur politique global. Malgré ses premières difficultés, l'Union européenne semble encore à l'abri des crises. Techniquement, les 10 nouveaux pays s'intègrent facilement. Le traité constitutionnel censé garantir ce fonctionnement est signé à Rome en octobre. Mais le coup près tombe fin mai 2005. À quelques jours d'intervalle, les Français puis les Néerlandais disent non au traité. Les Français rejettent la Constitution. Les Britanniques peuvent bien toujours tout rejeter. Depuis l'élargissement, les Polonais peuvent aussi faire des difficultés. Mais que les Français et les Néerlandais rejettent un traité fondamental, beaucoup de gens ne l'ont juste pas vu venir. Une crise que la Commission n'avait pas anticipée. Contrairement aux rumeurs, elle n'a pas de route de secours, pas de plan B. Après le rejet du plan A par les Français et les Néerlandais, on a dit « Ok, maintenant vous pouvez nous dire quel est le plan B ». Le président Barroso a répondu « Il n'y en a pas, il n'y a pas de plan B ». Le malaise s'accentue lors du sommet en juin. Après des heures de négociations et malgré les efforts de la présidence luxembourgeoise, les 25 ne parviennent pas à boucler le budget. J'ai eu honte lorsque j'ai entendu l'un après l'autre tous les nouveaux pays membres, tous plus pauvres que tous les autres, dire que dans l'intérêt d'un accord, ils seraient d'accord à renoncer à une partie de leurs exigences financières. J'avais honte. Alors quand Juncker dit j'ai honte, il a un langage fort. Et il a raison. On ne peut pas vouloir associer 10 nouveaux États membres qui ont été des pays qui ont souffert de l'emprise communiste et de l'horreur soviétique, et en même temps ne pas leur donner les moyens de pouvoir vivre petit à petit à notre niveau. Face à l'ampleur de cette double crise, la Commission peine à relever la tête. Faute de plan B, elle sort de son chapeau un plan D comme démocratie, dialogue, débat. Plan D peut vouloir aussi dire désastre, désespérance, désespoir. Disons D comme désastre. Je pense qu'il y a une erreur fondamentale que la Commission n'a jamais comprise. À savoir, on ne communique pas du haut vers le bas. C'est en disant, si vous saviez mieux ce que fait l'Europe pour vous, vous aimeriez l'Europe. C'est ridicule. Du côté du Conseil, le trio Blair, Chirac, Schröder ne donne pas à l'Europe l'impulsion dont elle aurait besoin. Je pense qu'ils n'ont pas été à la hauteur des circonstances. Je pense que ce n'était pas la même conviction européenne, par exemple, qu'entre Mitterrand et le chancelier Kohl. Et José Manuel Barroso n'est pas non plus Jacques Delors. Face aux États membres, la Commission peine à s'affirmer. Barroso est très pratique parce que Barroso ne leur cause pas d'ennui. C'est une sorte d'aimable secrétaire général du Conseil des ministres. Monsieur Barroso, qui est un très bon porte-parole, m'a semblé très en retrait par rapport au Conseil. Et même dans les images, je détestais la place qu'il prenait. J'avais tout le temps l'impression que le président de la Commission trottait derrière les ministres. Dans ce marasme, le Parlement sort de l'ombre et s'affirme, lui, comme acteur politique incontournable. Il réécrit entièrement la directive service tant décriée, négocie le dossier REACH et plus tard le paquet climat.
Le Parlement européen est sans doute l'acteur qui a émergé au cours des 5 dernières années. On l'a vu avec la directive Bolkestein, on le voit par exemple encore une fois avec la réglementation des services financiers. Le premier à attirer l'attention des États membres sur la déréglementation excessive des marchés financiers, ça a été le Parlement européen et depuis longtemps. Les nuages semblent se dissiper peu à peu. À l'instar du Parlement, la commission Barroso tourne le dos à la crise pour s'investir dans l'environnement. Dans REACH, elle n'a pas joué le rôle qu'elle aurait dû jouer. Elle a un peu laissé jouer précisément le dialogue entre le Conseil et le Parlement. Ça, c'est clair. Je crois que dans le climat, elle a été beaucoup plus proactive et que une partie du mérite du succès lui revient incontestablement. Du côté des États membres, de nouveaux leaders apparaissent. Angela Merkel, puis Nicolas Sarkozy. Deux styles s'affrontent, mais l'axe franco-allemand relance la dynamique européenne. Seule, elle n'aurait pas pu continuer très longtemps. Il lui fallait en face un partenaire. Il a fallu attendre 2007 et l'arrivée de Nicolas Sarkozy. Et là, on a vu effectivement un véritable changement. À eux deux, ils imposent le traité de Lisbonne, mènent les négociations sur le climat. L'Europe semble à nouveau exister sur la scène internationale. Je vois que nous sommes perçus dans le monde comme ceux qui assurent le leadership de la lutte pour diminuer les effets négatifs du changement climatique. Et nous sommes pris au sérieux parce que nous avons été capables de montrer l'exemple. Le répit sera pourtant de courte durée. En juin 2008, le traité de Lisbonne est rejeté par les Irlandais. 2 mois plus tard, les tanks russes entrent en Géorgie. À la rentrée, la crise financière éclate. Mais cette fois encore, l'Europe parle d'une seule voix. Elle négocie avec la Russie, convoque le G20. L'Union européenne est vue comme un acteur qui compte, un rempart solide contre les crises. Je pense que les 8 mois qu'on vient de traverser ont permis aux Européens de prendre conscience qu'ils pouvaient être une puissance. Ils n'ont pas les instruments de la puissance encore, mais que c'était nécessaire d'être ensemble. Jouer les pompiers est une chose, mais empêcher l'incendie de naître est quand même la vraie mission de l'Europe. Et là, je trouve que nous sommes loin du compte. Pour continuer à exister sur le plan global, l'Europe doit-elle poursuivre son intégration? Comme par le passé, deux visions s'affrontent. Un club doit s'enraciner dans un noyau de valeurs et ce dernier n'est pas voué à changer constamment. Tout ce que la Commission européenne doit faire, c'est d'incarner une base stable pour consolider les espoirs des membres du club. L'Europe, qui est à un moment crucial de son futur, où passe d'ici peu à une Europe politique pour exister, influencer, compter et défendre au mieux ses intérêts, ou va rétrocéder. Mais au-delà du débat identitaire, la prochaine législature devra s'atteler à des dossiers concrets. Crise économique et financière, ratification du traité de Lisbonne, négociations sur le climat en vue de la conférence de Copenhague, lancement d'une véritable politique européenne de l'énergie, autant de tâches à accomplir, de nouveaux défis à relever.